d'apprendre pour parler du culte impérial à Rome en utilisant l'émission du cours de l'histoire du jour qui est ce sujet-là. C'est à Rome le culte impérial gravé dans le marbre. Donc c'était le système de vénération autour de l'empereur qui faisait que n'importe quelle soit la religion qu'on avait dans l'Empire romain, il fallait avoir un culte envers l'empereur. Ce qui ne posait pas trop de problèmes aux différentes religions polythéistes à travers l'Empire, ça ne faisait que rajouter une divinité à vénérer. Ça a posé plus de problèmes pour les religions monothéistes, notamment le judaïsme et le christianisme, ce qui peut expliquer les difficultés qu'ont eu ces religions avec les autorités impériales durant une partie de l'histoire. Donc nous allons voir ce que cette émission du cours de l'histoire raconte, et je porterai quelques compléments, des illustrations, et on en... Traces d'histoire dans la ville. À Rome, le culte impérial est gravé dans le marbre. Mais quelles sont ces statues qui peuplent aujourd'hui nos musées? Elles nous viennent de l'Antiquité, en pied, en buste, en fragments. Elles représentent des empereurs, oui, ils sont là, glorieux, impassibles. Mais qui les a réalisées? Connaît-on le nom de l'artiste? Pourquoi d'ailleurs? Pour les Romains de l'Antiquité ou pour l'histoire? Pour les descendants de ces Romains, pourquoi ont-elles été créées? Pour le culte, monsieur, pour le culte, madame. Genre les empereurs, après se faire représenter les souverains en statue, c'est quelque chose qui s'est toujours fait. Gilles Sauron, bonjour. Bonjour. Si vous nous accompagnez dans la Rome antique, nous voyons des statues partout dans les rues de cette Rome. En réalité, on voit assez peu de statues dans l'espace public romain actuel. Il y en a de très célèbres, comme la statue de Marc Aurèle de la place du Capitole, sauf qu'elle a été remplacée il y a quelques années par une copie assez horrible d'ailleurs. L'original magnifique en bronze. Ah, on va voir ça. Statue Marc Aurèle, copie. Qu'est-ce qu'ils nous disent là? Ça c'est l'original. Ça serait la copie, ça. Ouais. C'est vrai que c'est un peu plus grossier dans les traits. Doré se trouvant au musée du Capitole lui-même, donc juste à proximité de l'actuelle copie. Sinon, il y a par exemple au Latran une très belle statue colossale de l'empereur Constantin, mais il y a très peu de statues qui sont restées en place, puisque la plupart en réalité ont été découvertes pendant les fouilles et depuis très longtemps avaient disparu de l'espace public. Mais dans la Rome antique, en revanche, les Romains qui se baladaient dans les rues de leur ville voyaient des statues. Oui, la Rome antique était tellement submergée de statues qu'on devait parfois déblayer et en retirer une certaine quantité pour laisser la place aux autres. Donc on voit notamment dans les forums impériaux comme le forum de César, qui est le forum proto-impérial, si on peut dire, on voit toute une file de bases inscrites. Donc à l'époque, elles étaient surmontées de statues. Les statues ont disparu, mais les bases sont restées. Et en fait, il y en avait des milliers. Les statues qui représentent des divinités se trouvent dans les temples. Aujourd'hui, elles sont dans nos musées. Étaient-elles dans les rues parfois? Les statues de divinités, vous voulez dire? Oui, un Apollon. Oui, il y avait des statues de divinités qui n'étaient pas que dans les temples. Mais dans les temples, c'était des statues colossales, dont il nous reste d'ailleurs assez peu d'exemples. À Rome, par hasard, on a retrouvé la statue d'une déesse Fortune dans les fouilles du centre du Champ de Mars. Et on peut voir cette statue extraordinaire, ces sculptures de très grande dimension, dans une centrale thermoélectrique reconvertie en musée qu'on appelle la Centrale Monte Martini. Mais c'est relativement rare. On a quand même quelques statues de culte encore conservées. Et il y a beaucoup de statues, en revanche, d'empereurs dans la Rome antique, donc dans les forums, vous nous disiez, Gilles Sauron, c'est-à-dire que l'imaginaire, mais même le panorama visuel urbain de ces gens de l'Antiquité était peuplé de personnages figés dans la pierre. Oui, bien sûr. Donc mais c'est une vieille habitude qui remontait notamment aux Grecs, c'est-à-dire le fait d'honorer les personnages importants par des statues en marbre ou plus rarement en bronze,
qui envahissaient en réalité ce que les Romains appelaient les Celeberrimi Loci, c'est-à-dire les lieux les plus fréquentés, donc notamment le forum, la place publique, ou les abords des monuments de spectacle, etc. Gilles Sauron, vous êtes professeur émérite d'archéologie et d'histoire de l'art à la Sorbonne. Vous êtes spécialiste justement de toute cette symbolique ornementale, l'auteur de l'art romain, des conquêtes aux guerres civiles, aux éditions Picard. Et j'ai envie de vous faire écouter alors une réflexion sur ce qu'est la statue, la statuaire, qui ne concerne pas directement Rome, qui concerne peut-être l'ensemble de l'humanité. Quand les hommes sont morts, ils entrent dans l'histoire. Quand les statues sont mortes, elles entrent dans l'art. Cette botanique de la mort, c'est ce que nous appelons la culture. C'est que le peuple des statues est mortel. Un jour, nos visages de pierre se décomposent à leur tour. Une civilisation laisse derrière elle ses traces mutilées comme les cailloux du petit Poucet, mais l'histoire a tout mangé. Un objet est mort quand le regard vivant qui se posait sur lui a disparu. Et quand nous aurons disparu, nos objets iront au musée. Les statues meurent aussi. En 1953, Alain Resnais, Chris Marker, les statues qui ont besoin d'un regard pour exister. Le regard que nous portons aujourd'hui sur ces statues venues de l'Antiquité est celui de visiteurs de musées. Dans la Rome antique, les femmes, les hommes, dans la rue, sur le forum, ils ne voyaient pas les mêmes statues. Mais là, vous posez un problème, à mon avis, essentiel, qui est que, disons, les musées d'art romain sont souvent très ennuyeux. Pourquoi ? Parce que la plupart de ce que vous voyez, en particulier les statues, avaient été réalisées pour s'intégrer à des décors très vastes et prenaient leur sens de leur présence dans ces décors. Or, si vous prenez ces statues hors de tout contexte, là, vous mourrez d'ennui parce que vous n'avez pas justement tout l'ensemble qui donnait un sens, si vous voulez. Alors, il y a très peu de musées qui essayent de reconstituer l'ensemble originel. C'est le cas, par exemple, du... En même temps, ça demande quand même plus de reconstituer. Exposer une statue, c'est facile, il suffit d'avoir la statue. Et tu mets quelques informations dessus, sur la date de construction où elle a été faite, tout ça, où est-ce qu'elle était. Mais reconstituer tout un contexte, surtout ces contextes est assez vaste, mais ça demande d'avoir l'ensemble de ce qui composait ce contexte ou de le reconstituer. Donc ça demande du travail, soit de collecte, soit de fabrication. Il faut de la place aussi. Donc je comprends que pour certains, c'est pas toujours facile pour certains musées. Il faut vraiment être un gros musée avec des gros moyens pour pouvoir le faire. Le musée archéologique de Mérida en Espagne. Mérida, en Antiquité, c'était la capitale de la province romaine de Lusitanie. Et on avait construit là-bas des forums, plusieurs d'ailleurs. Et donc, il y a eu un effort dans ce musée d'essayer de montrer en contexte. Mais si vous prenez les reliefs ou les sculptures séparément, là, ça n'a strictement plus aucune signification. Donc ça ressemble à ça, le Puis, musée de Mérida. Il y a aussi le sens à Plusieurs donner à une statues dans statue. des Aujourd'hui, ce que nous bâtiments. voyons dans une statue, c'est souvent son aspect esthétique, c'est la réalisation. Dans l'Antiquité, la statue est porteuse d'un autre sens. Et d'ailleurs, Gilles Sauron, est-elle considérée comme une œuvre d'art avant tout, quand elle est produite dans l'Antiquité ? Non, je ne crois pas. C'est-à-dire, si vous prenez les représentations d'empereurs, on ne s'attachait pas particulièrement, dans les commentaires antiques en tout cas, à l'aspect artistique. Pour les anciens, l'art, c'était quelque chose de très précis, avec des noms précis de sculpteurs célèbres qui avaient monopolisé en quelque sorte l'histoire de l'art et qui se voyaient conférer le statut supérieur de créateur, d'innovateur. De novateurs. Tandis que la plupart des sculptures sont totalement anonymes, privées de toute signature. Privées de toute signature, et dès lors parfois il est difficile d'identifier le personnage. Pour certains ça va, c'est évident, surtout quand il y a une inscription. Pour d'autres c'est plus dur. Ouais, c'est sûr que c'est Justement, marqué dessus, c'est plus simple. Marjolaine Benaïch, bonjour. Bonjour. Vous êtes doctorante agrégée de lettres classiques. Vous préparez une thèse, permettez-moi de donner l'intitulé de votre thèse, pour une archéologie urbaine du culte impérial, approche spatiale et fonctionnelle du culte dans les villes d'Italie et de Dalmatie du 1er au 3e siècle. Je vous laisse donner en revanche le nom de vos directeurs de thèse. Oui, je travaille donc sous la direction de Madame Emmanuelle Rousseau et de Monsieur François Bérard à l'Université de la Sorbonne. Et c'est quoi ce projet en fait ? C'est ce culte impérial qui nous intéresse en relation avec la statuaire. Il faut sans doute déjà simplement rappeler ce qu'est le culte impérial.
Alors en général, on entend donc par culte impérial les hommages et le culte proprement dit qui est rendu à l'empereur une fois qu'il est mort et qu'il a été divinisé par le Sénat. Donc si vous voulez, les empereurs accèdent au statut divin. Après, ce n'était pas pour le cas pour tous les empereurs, c'est le Sénat qui décidait s'il y avait divination ou pas de l'empereur. Et donc c'était souvent si tu avais eu de bonnes relations avec le Sénat, plus que la question de est-ce que tu avais été un bon empereur ou pas. Parce qu'il y a des empereurs qui étaient populaires parmi la population mais détestés par le Sénat, notamment c'était le cas de l'empereur Commode, dont on a une image très négative aujourd'hui mais qui était populaire à son époque mais détesté par le Sénat. Le fait est que c'est le Sénat qui décidait un peu de la mémoire qui était gardée de l'empereur, à la fois par la divinisation, mais également parce que les chroniqueurs, déjà parfois étaient eux-mêmes sénateurs ou proches du Sénat, et donc les sources qui rapportent l'histoire par la suite de ces empereurs étaient souvent pro-sénatoriales, et donc un empereur qui était contre le Sénat aurait eu une image très négative, bien plus que ce qu'il était en réalité. Et un empereur qui pouvait avoir un bon bilan et être très apprécié dans la population pouvait passer quelques dizaines d'après pour un empereur absolument horrible, monstrueux et détesté de tout le monde. Deviennent des divinités auxquelles on fait des temples, à qui on rend des rites. Et c'est ce type de manifestation qui m'intéresse dans ma thèse et qui m'intéresse au niveau de la ville pour essayer de comprendre justement, comme le disait M. Sauron, d'essayer de recontextualiser toutes ces statues, toutes ces œuvres qui sont liées à l'empereur et à sa famille pour essayer de les réintégrer dans des ensembles plus concrets. Les réintégrer dans des ensembles plus complets, parce qu'il arrive un moment où nous devons nous projeter dans cette Rome antique et sortir de la statuaire que nous voyons dans les musées. Elle est petite. Donc ça sera 14h, 18h, samedi et dimanche, 14h, 18h. Et moi je serai là dimanche. Je serai là dimanche de 14h à 18h au musée de la mine à Champagnac. Donc si vous avez l'occasion de venir, l'entrée est gratuite, mais vous pouvez donner quelque chose, ce serait un prix libre. Donc voilà, vous pouvez donner un petit quelque chose si vous le souhaitez. Balade sur le forum de Rome avec un grand spécialiste, alors non pas des études antiques, quoique si, le grand orientaliste Jean-Noël Robert. Le forum qu'Auguste va faire construire à Rome, qu'est-ce qu'on y voit ? Eh bien, on y voit une place avec un portique tout autour, de style grec, oriental, et des statues. Des statues de tous les hommes célèbres, depuis Énée, depuis l'ancêtre glorieux, n'est-ce pas, le fondateur, jusqu'à Auguste. Ils y sont tous. On a réconcilié dans le marbre tous les ennemis, n'est-ce pas, Marius, Sylla, César, ils y sont tous. Et au milieu, eh bien, nous avons évidemment un groupe avec Auguste sur un quadrige en bronze doré qui représente la synthèse du passé glorieux de Rome et la légitimité du pouvoir. Un peu plus loin, Auguste a fait construire son mausolée dans le style de celui d'Alexandre le Grand. Un peu plus loin aussi, nous avons une place près de l'Arapakis, l'hôtel de la paix pour ceux qui connaissent Rome, où il y avait justement l'Orologium, c'est-à-dire une espèce de cadran solaire géant avec en guise d'aiguille, de gnomone, un obélisque rapporté d'Égypte et dont l'ombre se déplaçait évidemment sur des dessins faits sur le sol pour marquer les jours, les saisons, les heures, etc. Et l'ombre de l'obélisque pénétrait dans cet édifice une fois par an. C'était le jour de la naissance d'Auguste. Jean-Noël Robert sur les chemins de la connaissance en 1995 sur France Culture. Justement, Gilles Sauron, dans cette évocation que nous venons d'entendre, il y a cette réflexion que nous trouvons évidemment pertinente, la volonté du pouvoir de marquer l'espace, de donner sens à l'espace, de laisser des signes dans la ville. Oui, c'est-à-dire il faut savoir que les Romains, et là on est, disons, sur un thème qui sépare un peu la culture romaine de celle des Grecs. Chez les Grecs, il y a un peu des domaines séparés. Si vous êtes philosophe, vous êtes philosophe. Vous discutez avec des philosophes, vous avez peut-être un peu d'écho dans le public, mais vous faites votre travail de votre côté. Les politiques font de la politique, les artistes sculptent ou peignent. Tandis que chez les Romains, il y a une volonté de tenir des discours et d'utiliser un peu tous les moyens pour légitimer un pouvoir, par exemple. Donc il y a sans arrêt une volonté effectivement d'installer des signes dans l'espace public, ce qui n'était pas du tout a priori le cas des Grecs. Il y a une phrase une formule de Tacite extraordinaire qui définissait Rome
comme Civitas Cuncta Interpretans, une communauté citoyenne qui interprète tout. Et les Romains, vous savez, interprétaient les signes dans les augures, etc., interprétaient la volonté des dieux à partir de tel ou tel signe. Il y a un traité de Cicéron sur la divination où il donne beaucoup d'exemples de ces choses extraordinaires qu'il faut toujours interpréter. Les Romains passaient leur vie à interpréter. Et donc c'est pareil dans l'espace public. On crée des décors qui... Oui, genre les Romains faisaient appel... genre avant une bataille navale, il y avait des poules sur le bateau et on leur donnait à manger du grain et on regardait si les poules mangeaient ou pas. Et si elles mangeaient pas, c'était mauvais signe, il fallait pas participer à la bataille. C'était un signe que les dieux n'étaient pas de notre côté. Alors bon, le problème c'est que parfois les poules sur le bateau avec le mal de mer et tout, elles n'avaient pas forcément très faim. Donc le signe divin, bon, c'était plus un signe de mal de mer qu'autre chose. Mais voilà, les Romains étaient très penchés vers l'interprétation de signes divins, d'augures, tout ça. Porte des messages. Et moi, si vous voulez, je voudrais insister sur un aspect qui est que beaucoup de ces messages sont totalement périmés, puisqu'ils remontent à 2000 ans, ils ne parlent plus à personne aujourd'hui. Mais il y en a qui continuent à exister. Par exemple, moi j'ai un peu un dada qui est le théâtre d'Orange. Si vous prenez le théâtre d'Orange, avec les chorégies qui sont célébrées à l'intérieur, c'est un monument augustéen créé par Auguste, sur le modèle assez uniforme des théâtres qui ont été construits dans l'Occident romain à l'époque. Toutes les villes à l'époque d'Auguste, dans l'Occident romain, Italie, province occidentale, c'est-à-dire Gaule, Espagne et Afrique du Nord, ont reçu des théâtres. Et ces théâtres présentent à peu près le même modèle. Et ce modèle, assez étrangement, c'est un modèle qui a une scène permanente. C'est-à-dire que ce théâtre donnait des spectacles sans adapter le décor au spectacle. Et pourquoi ? Eh bien, probablement parce que, en réalité, la scène permanente célébrait le pouvoir augustin, célébrait le retour de l'âge d'or dans l'Empire. Autrement dit, en fait, au lieu que le décor accompagne le spectacle, le décor s'oppose au spectacle. Parce que le spectacle montre la misère passée des hommes, alors que le décor montre la renaissance du monde actuel. Et il y a un pantomime, ami d'Auguste, qui a écrit sur le spectacle, sur les pantomimes, et qui a eu cette formule extraordinaire. Le répertoire du pantomime va de l'origine du monde jusqu'à Cléopâtre, reine d'Égypte. Pourquoi ? Parce que ce qui est montré dans le théâtre augustin, c'est toute la misère passée de l'humanité avant la renaissance de l'âge d'or, c'est-à-dire après la mort de Cléopâtre et le début du règne d'Auguste et le retour, si vous voulez, de la prospérité et de la paix. Oui, donc les spectateurs actuels des chorégies bénéficient encore de ce message. En fait. C'est beau, hein, ce dialogue à travers les siècles et justement cette nécessité d'essayer de comprendre le message antique comme vous le faites, là, Gilles Sauron. Et justement, Marjolaine Benaïch, dans ce long dialogue entre le passé romain, leur propre passé, nous voyons bien ici qu'il y a cette rupture. Nous parlons d'Auguste. Bah oui, pour qu'il y ait un culte impérial, il faut qu'il y ait un empereur. Auguste est le premier empereur. Ce culte impérial est quelque chose qui ne naît pas de rien. Il y a des inspirations. Oui, bien sûr, il y a des inspirations. On trouve principalement deux modèles qui vont servir à mettre en place toute la typologie iconographique qu'on retrouve ensuite dans le culte impérial. Ce premier modèle, c'est celui plutôt des souverains hellénistiques, donc des descendants d'Alexandre le Grand, qui vont avoir des portraits extrêmement codifiés et à qui on va rendre des cultes, pour certains qui sont assimilés à des divinités ou des sortes de héros. Donc ça, c'est un des premiers modèles que les Romains peuvent éventuellement avoir en tête. Et le second modèle, c'est celui des grands hommes de la République, dont les statues peuplaient là aussi l'espace public à la fin de la République, à partir du IIe siècle avant Jésus-Christ, lorsque Rome entame de grandes conquêtes en Orient, que justement ces généraux ont l'occasion d'aller en Orient et de voir ces portraits des souverains hellénistiques, de s'approprier ce type de représentation et de se faire eux aussi représenter dans l'espace public à Rome.
Il y a un transfert culturel qui est très intéressant ici avec cette adaptation. Mais oui, de toute façon, Rome, l'Empire romain, la culture romaine a influencé le monde méditerranéen et même au-delà de l'Empire romain, mais réciproquement, les cultures romaines, essentiellement, en effet, la culture hellénique, mais tout ce qui était aussi culture perse, qui a pu garder la culture égyptienne, donc qui elle-même était hellénisée. Mais différentes cultures existantes dans le pourtour méditerranéen et les cultures extérieures à l'Empire ont aussi pu pénétrer dans l'Empire et l'influencer. Il y a eu une interaction culturelle entre Rome, les peuples conquis et les marges de l'Empire romain. Et tout ça a créé une culture, qu'on parle de la culture romaine, c'est un mixte, c'est pas uniquement la culture de Rome à l'origine. Nous en parlons souvent de cet art venu de Grèce jusqu'à Rome, mais il y a un sens beaucoup plus profond dès qu'il s'agit du culte impérial. France Culture. Je ferai de Rome la merveille de tous les temps. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Traces d'histoire dans la ville, à Rome, le culte impérial gravé dans le marbre. Gilles Sauron, justement, nous entendions cette idée qu'il y a, à partir de cette rupture augustéenne, c'est-à-dire à partir du moment où l'Empire est proclamé, malgré tout cette continuité de représenter des personnages. Mais là aussi, le sens change. Ce n'est plus la personne que l'on représente avec la même intention. Quand on représente un général sous la République romaine, ce n'est pas la même intention que quand l'on représente l'empereur. C'est-à-dire l'empereur bénéficie d'un hommage universel. C'est-à-dire il est représenté sur toute la surface de l'Empire. Et l'Empire romain, c'était, ça a varié, mais en gros 35 nations actuelles inscrites à l'Organisation des Nations Unies. Un espace énorme. Et qui a duré beaucoup d'ailleurs. Qui a duré très longtemps. Donc, alors il reçoit des hommages partout, mais qui ne sont pas forcément les mêmes. C'est-à-dire qu'il y a des variations. Notamment, on a énormément de témoignages en Asie mineure du culte impérial. Vous parliez de la sculpture, à des monuments les plus extraordinaires du culte impérial dans le monde romain. C'est ce qu'on appelle le Sébastéion, c'est-à-dire le sanctuaire de culte impérial de la ville d'Aphrodisias, en qui les Romains d'ailleurs reconnaissaient une ville qui les touchait de près, puisque c'est la ville d'Aphrodite, et Aphrodite c'était l'ancêtre des Romains, en particulier de la famille d'Auguste, enfin de la famille julienne. Oui, la famille de César. Et donc là on a retrouvé une collection extraordinaire de reliefs qui célèbrent les empereurs divinisés en particulier, puisque le culte impérial s'adressait en partie aux empereurs vivants et en partie aux empereurs morts, mais dont certains avaient été élevés au titre de diwi, c'est-à-dire de quasi-dieux. C'était pas vraiment des dieux, mais c'était pratiquement des dieux. Donc, pour la dynastie julio-claudienne, quand Sébastéion d'Aphrodisias a été construit, il y avait deux diwi de la dynastie. C'était Auguste Divus Augustus et c'était Claude Divus Claudius. Par parenthèse, d'ailleurs, Claude a été divinisé par Néron, mais à la surprise générale, puisque c'était un empereur qui passait pour plutôt médiocre, à tort probablement en partie. En tout cas, Sénèque, qui était un des grands conseillers à la cour impériale, philosophe célèbre, auteur de pièces de théâtre. Donc Sénèque avait fait circuler un petit libelle intitulé « La transformation en citrouille du divin Claude », et où il parodie, si vous voulez, et il met même en scène au ciel le Divus Augustus, c'est-à-dire Auguste divinisé, qui proteste en disant « il ne faut pas prendre Claude ». Et donc, il y avait dans l'aristocratie une espèce de plaisanterie à l'égard de ce culte impérial, mais qui, alors, curieusement, était effectivement une sorte de nécessité dans la culture de l'époque pour créer le consensus dans l'ensemble de l'Empire. Donc, il fallait que tout le monde se retrouve sur des pratiques religieuses, et ces pratiques communes à l'ensemble de l'Empire, c'était le culte impérial. Il n'y avait guère que les Juifs qui échappaient à cette règle. Donc voilà, c'était ça, le culte impérial, c'était un culte commun à tout l'Empire, parce que l'Empire était composé d'une multitude de religions, toutes quasiment polythéistes, et en fait, le culte impérial était un élément commun de ces différents cultes, qui permettait à chacun à la fois de vénérer celui qui dirigeait l'Empire, d'avoir une pratique cultuelle en commun, et ainsi de montrer aussi comme, le signe de respect envers celui qui dirigeait l'Empire.
Et en effet, les Juifs étant monothéistes, pour eux, c'était beaucoup plus compliqué d'incorporer une autre divinité dans leur corpus. Alors pour des polythéistes, côté 77 dieux ou 78, bon, pour ce que ça change. Donc voilà, ça a été donc mis en place par Auguste, mais ça s'appuyait sur déjà une certaine divination qu'il y avait dans l'imaginaire populaire de certaines figures de la République, des figures héroïques, Scipion l'Africain, Marius, Sylla, qui vont mettre les bases déjà d'un culte de la personnalité dans le monde romain. Et César lui-même également avait sa vénération, et puis avec sa prétendue descendance de Vénus, Aphrodite, déesse de l'amour, c'est forcément aussi, voilà, il y avait quelque chose de divin déjà chez César. Ensuite, il y a le fait que l'empereur romain occupe la fonction de grand pontife, donc c'est une fonction qui est sacrée, de chef religieux, qui est là aussi une base pour diviniser l'empereur. Et donc Auguste va développer un culte en se présentant lui-même fils d'Apollon, puisqu'il va diviniser César également. Il va s'appuyer sur plusieurs grands auteurs de son temps pour partager et propager cette image, faire une propagande en fait de sa divinisation. Et ses successeurs vont poursuivre cette œuvre, diviniser Auguste après sa mort, et vont même créer une classe de prêtres chargés d'organiser le culte impérial. Donc il y a vraiment des prêtres qui sont chargés de ça, qui contribuent à cette unification cultuelle par cet élément de l'Empire, malgré sa diversité religieuse. Et en plus, en Orient, en effet, comme ils l'ont dit, récupération du fait de représenter les souverains de manière divine, c'était quelque chose de courant en Orient, que les souverains soient divinisés chez les Perses, chez les Égyptiens, et donc ce sera d'autant plus facile pour eux de reprendre cette habitude-là avec l'empereur romain. Après, si ce culte impérial était un élément d'union culturelle, il prenait quand même des formes différentes pour en fait s'adapter aux pratiques religieuses des différents peuples. Il y avait une adaptation du culte impérial au culte existant. Et ça explique pourquoi l'Empire romain avait une grande tolérance religieuse envers les polythéistes. Tant qu'ils pouvaient accepter le culte impérial, toute religion était bonne à prendre. Et en plus, Rome avait l'habitude d'incorporer des divinités extérieures à son panthéon. Il y a beaucoup de cultes orientaux qui ont eu des cultes à Rome ou dans différents endroits de l'Empire romain, y compris dans la partie occidentale de l'Empire romain, notamment parmi les soldats. Et plusieurs divinités étaient régulièrement incorporées ainsi pour étendre le panthéon romain qui lui-même était fortement inspiré du panthéon grec. Quelque sorte. Et à ce propos, on connaît un récit extraordinaire qui est celui d'une ambassade du chef de la communauté juive d'Alexandrie auprès de l'empereur Caligula, et Philon d'Alexandrie, donc qui a été en ambassade auprès de Caligula, nous a raconté l'entrevue. Donc ça, c'est quelque chose d'inouï. On a un récit d'un grec sur une entrevue avec un empereur à moitié fou d'ailleurs, et Caligula, alors Philon a cru qu'il n'allait pas sortir vivant de l'entrevue. Il courait après Caligula qui se baladait dans des jardins dont il aménageait les pavillons, etc. Et c'est comme ça que l'entrevue a eu lieu. Et finalement, Caligula lui a dit « Bon, écoutez, si ce sont des pauvres gens, ils ne croient même pas que je suis un dieu, donc ils peuvent repartir. » Il y a une certaine souplesse dans le culte impérial, mais ce qui est formidable quand vous évoquez cette ville d'Aphrodisias, donc nous sommes en Asie mineure, la Turquie actuelle, et nous parlons de Rome bien sûr. Marjolaine Benaïch, il y a cet aspect géographique à prendre en compte dans le culte impérial, et c'est là où nous comprenons combien ces traces d'histoire dans la ville, ce culte impérial marqué par la statuaire, est important pour l'existence même de l'Empire romain. Oui, tout à fait. On peut très certainement percevoir le culte impérial comme étant l'un des facteurs d'unité de l'Empire, mais je pense qu'il faut distinguer aussi deux choses qui sont assez différentes et qui en général sont regroupées sous une même étiquette de culte impérial, puisqu'il serait, je pense, plus judicieux de distinguer ce qui relève vraiment du culte, donc de vrais rites, de sacrifices qui sont rendus à des empereurs qui ont été divinisés, qui rejoignent le rang des dieux, et ce qui concerne plutôt des hommages qui sont rendus à la famille impériale vivante, à l'empereur vivant et à sa famille, qui adoptent les mêmes codes, enfin en partie les mêmes codes iconographiques que ceux adoptés pour la représentation des empereurs morts et divinisés,
ce qui crée effectivement un univers visuel qui est partagé dans tout l'Empire romain et qui relève à la fois de culte et d'hommages rendus à la famille impériale, mais qui adopte des critères communs, ce qui permet de créer une unité visuelle dans l'Empire. Oui, parce que quand nous pensons à empereur et Dieu, empereur divinisé, bien sûr, parfois, c'est dans l'extrême. Dieu de Rome, puissant, éternel sous vos auspices, Rome domine le monde. Vénus, déesse de l'amour. Mars, dieu de la guerre. Jupiter, père de tous les dieux. Et Néron, son divin fils. Un extrait du film Quo Vadis de Mervyn LeRoy en 1951 avec Néron. Mais Néron, Marjolaine Benaïch, nous sommes dans un absolu délirant, bien sûr, autour de cette notion de culte impérial. Vous nous avez bien dit qu'il faut distinguer entre un culte rendu à l'empereur vivant et un culte rendu à l'empereur mort. Est-ce que cela se traduit par des différences visuelles dans l'espace des villes romaines ? Alors oui, tout à fait. En fait, on va adopter différents types de représentations, puisque les représentations à Rome sont extrêmement codifiées, et les formats des statues qui vont être choisis vont accentuer le caractère divin ou humain de l'empereur. C'est-à-dire que, par exemple, l'empereur humain, l'empereur vivant, qu'on veut honorer dans la cité avec sa famille, va être représenté plutôt dans son rôle politique, civique, donc par exemple en toge, qui est le costume du citoyen, ou en armure pour mettre en avant son caractère militaire, tandis que dans le cas où l'empereur est un dieu, l'empereur est divinisé, on va adopter des types statuaires qui mettent en avant ce caractère divin, donc qui sont souvent des modèles empruntés à l'iconographie d'autres divinités. On connaît par exemple une série de statues d'empereurs divinisés qui sont représentés sous les traits de Jupiter, donc assis sur un trône, nus avec simplement un drapé qui leur entoure la taille. Et ce type de représentation donne, si vous voulez, des indices qui indiquent aux visiteurs, à la personne qui déambule dans la ville, qu'il a sous les yeux un dieu. Oui, et puis les impératrices pouvaient être représentées aussi sous des formes de déesses, parfois en compagnie du coup de l'empereur. Des représentations d'impératrices sous forme d'Aphrodite ont existé. Alors même si souvent c'est des Aphrodite plus habillées que ne l'est Aphrodite quand c'est Aphrodite la déesse ou quand c'est quand c'est une impératrice sous forme d'Aphrodite. Parce que Aphrodite la déesse, la nudité des dieux ne pose pas de problème. La nudité d'une impératrice un peu plus. Et ensuite, ces représentations-là divinisées se retrouvaient en statue, mais se retrouvaient aussi sur les pièces de monnaie. C'était courant de voir des représentations divinisées des empereurs sur les pièces de monnaie. Les empereurs se faisaient représenter sur les pièces de monnaie. C'était la pratique. Voilà, parce que au moment de regarder une statue d'un empereur, on cherche les détails. Alors la toge, éventuellement, ce qu'il peut tenir dans la main, et parfois c'est tout simplement la coiffure. Elle s'était fait couper les cheveux. Et c'est d'ailleurs ce qui explique que... Andrex, elle s'était fait couper les cheveux parce que c'est la mode. Commode, mais commode, pas l'empereur romain, Marjolaine Benaïch. Mais alors moi j'ai appris quelque chose qui m'a fasciné. Dans vos travaux, la chevelure est essentielle pour identifier un empereur. Oui, tout à fait. La chevelure est essentielle pour identifier l'empereur, puisqu'en fait, et c'est d'ailleurs ce qui explique que l'empereur ait, si je puis dire, la même tête partout dans l'Empire, c'est le fait que les modèles iconographiques sont en fait mis en place officiellement dans les ateliers impériaux à Rome. Donc on fixe une image standardisée de l'empereur, qui passe, bon, bien sûr, par des traits physiques personnels, mais qui passe principalement par ce qu'on appelle l'indice capillaire, c'est-à-dire la coiffure de l'empereur, la manière dont les mèches de ses cheveux sont agencées, et qui correspondent à des modes, à des moments de l'Empire, qui permettent d'identifier à peu près à coup sûr, sauf dans le cas de citations qui sont faites à dessein, qui permet donc d'identifier les différents empereurs. Ça, c'est l'indice capillaire. J'aime beaucoup, on peut aller même plus loin en disant que parfois, durant un même règne, l'indice capillaire nous permet de voir des transitions pour le même personnage.
Oui, tout à fait. Et on a aussi un jeu très intéressant de citation qui permet à certains empereurs d'adopter un indice capillaire qui va être une légère dérivation de celui de leur prédécesseur, justement pour mettre en avant une continuité dynastique avec son prédécesseur, si vous voulez. Justement, Gilles Sauron. Oui, alors un exemple contemporain très célèbre d'indice capillaire, c'est Tintin. Mais la houppette de Tintin, un précédent antique, c'est Pompée. Et Pompée lui-même avait un précédent, c'était Alexandre le Grand, qu'il voulait imiter. Alexandre le Grand avait une espèce de houppette au sommet de la tête qu'on interprétait comme une crinière de lion, enfin, qui traduisait son caractère. Et Pompée, assez curieusement, a adopté cette coiffure qui est mentionnée Pompée qui a fait des campagnes en Orient, donc c'est logique qu'il souhaite imiter Alexandre le Grand. Trajan. Mais Pompée, donc c'est un siècle avant. Mais disons, Plutarque insiste sur la signature capillaire, en quelque sorte, de Pompée. C'est super intéressant ce genre de détails parce que Gilles Sauron, nous voyons bien que ce sont ces signes que vous évoquiez tout à l'heure, ces messages à décrypter que aujourd'hui nous avons du mal à décrypter. C'est pour ça qu'il faut l'aide des chercheurs, des chercheuses. Mais dans cette idée de mettre en place un culte impérial qui est un peu figé en soi, vous, historien d'art, en regardant cette fonction de la statue sur le temps long, du culte, vous voyez des évolutions malgré tout? C'est-à-dire, je répète, ce culte impérial avait des formes assez diverses selon qu'on se trouvait en Occident ou en Orient, puisque les Grecs en Asie mineure distinguaient assez peu l'empereur, la divinisation de l'empereur vivant de la divinisation de l'empereur mort. C'est-à-dire, ils avaient l'habitude de traiter en Dieu leurs rois, etc. Mais je voudrais insister sur un point, c'est-à-dire, si vous voulez, l'auto-célébration de ces empereurs passait par des inventions extraordinaires. Par exemple, il y a un type de monumental qui est très important dans l'Empire romain, c'est l'Arc de Triomphe. Or, l'Arc de Triomphe, originellement, était construit à Rome sur le parcours de la cérémonie triomphale. Et il en reste 3 aujourd'hui bien visibles, celui de Constantin, celui de Titus et celui de Septime Sévère. Sur le parcours précisément du triomphe ou à côté du parcours du triomphe, c'est-à-dire de cette cérémonie où le général vainqueur allait rendre hommage au Capitole, à Jupiter capitolin, en traversant Rome, en tournant autour du Palatin. Alors là, on est en présence de monuments qui célèbrent les empereurs de manière très explicite. Et je dirais même d'une manière qui pousse le classicisme à l'extrême. Si vous prenez l'arc de Titus, c'est un arc dédié au Divus Titus. Donc là, on est devant un arc de culte impérial, si vous voulez. Il est dédié à l'empereur divinisé, Divus Titus. Titus, c'est celui de la pièce de Racine Bérénice. C'est qui a régné très peu, qui a vaincu la révolte juive et qui s'est retrouvé empereur en tant que fils de Vespasien. Or, si vous regardez cet arc, tout veut dire apothéose de Titus. L'arc lui-même, l'arc symbolise le ciel. Il y a des victoires qui soulignent qui soulignent le fait qu'elles sont placées sous la voûte, donc la voûte c'est le ciel. On voit Titus emporté par l'aigle au centre de la voûte, donc il confirme la signification de la voûte comme étant le ciel et le monument comme étant la célébration de l'apothéose, puisqu'on le voit emporté par l'aigle. L'inscription Divus Titus, ça veut dire Titus divinisé. L'emplacement près de la route du triomphe, face au temple de son père divinisé Vespasien. Donc, vous avez même quelqu'un qui était totalement analphabète à l'époque, pouvait comprendre qu'il s'agissait de l'apothéose, la divinisation d'un empereur, puisqu'il voyait l'empereur porté au ciel. Celui qui savait un peu de latin lisait Divus Titus, mais il ne fallait pas en connaître beaucoup, etc. Donc, vous êtes là devant quelque chose où tout, l'architecture, le décor, les lettres, l'inscription, le texte, l'emplacement même, tout converge pour parler d'une chose qui est l'apothéose d'un empereur. Mais inversement, vous avez des monuments comme les colonnes historiées, qui sont une grande invention des Romains, donc comme la colonne Trajane ou la colonne aurélienne. Or, ces colonnes présentent des frises très longues qui s'enroulent autour du fût et qui deviennent totalement illisibles à partir de la moitié de la hauteur du monument.
Donc là, il y a un paradoxe que Paul Venn avait dénoué, à mon avis, de manière très pertinente, en disant que la question, c'était pas de regarder ce qu'il y avait sur la frise, mais c'était de savoir que sur la frise, dont on pouvait apercevoir les débuts, on racontait les exploits de l'empereur Trajan ou de l'empereur Marc Aurèle. Donc, la puissance même de l'empereur fait qu'il arrivait à s'offrir le luxe de sculptures invisibles qu'on montrait de loin, et ça c'est la meilleure expression du pouvoir, puisque l'empereur fait sculpter des choses qui ne sont même pas perceptibles par un regard humain. Et en plus, ça veut dire qu'il s'adresse aux dieux. C'est-à-dire le seul regard pour lequel ces sculptures sont faites ne peut être que le regard des dieux, ou éventuellement le regard de l'histoire, puisque maintenant on peut contempler par la photographie le détail de ces excellentes sculptures, qui restent excellentes jusqu'en haut, si vous voulez. Même si nous ne les voyons pas tellement elles sont en hauteur, mais ces colonnes sculptées... C'est vrai qu'il y a des choses en haut des statues qui n'ont pas été vues par grand monde avant il y a peu longtemps. Et c'est vrai que le fait de sculpter ça là où personne ne pouvait le voir, c'était oui, peut-être pour s'adresser aux dieux, mais il y avait aussi le côté de je peux faire construire quelque chose qui ne sert à rien à part me compter ma gloire, mais enfin sans servir à ça, mais juste montrer je peux le faire, je suis l'empereur, je peux le faire. Arc de triomphe ou encore statue sont autant de manières de développer le culte impérial. Marjolaine Benaïch, justement, dans cette approche spatiale et fonctionnelle du culte impérial, quelle est cette approche fonctionnelle ? Quelle est cette utilité ? En fait, c'est occuper le territoire, et là je reviens sur le mot spatial, un peu partout dans la ville. Oui, tout à fait. C'est effectivement l'angle d'approche que j'ai choisi pour mon travail de thèse, qui est celui donc de la spatialité, du tissu urbain, de la construction de la ville, pour essayer de voir comment ce culte impérial et ces hommages rendus à l'empereur façonnent la mise en place de la ville, la topographie urbaine, puisqu'effectivement, on note que ce culte impérial se répand un peu partout dans la ville. Alors bien sûr, il y a des pôles de concentration de ces hommages rendus à l'empereur, qui sont évidemment ce que M. Sauron évoquait en introduction, les Kenneberimiloki, les lieux les plus fréquentés, à savoir le forum, les marchés, les théâtres, qui sont évidemment les lieux où la population de la ville se rassemble. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'on note que ce culte impérial se répand aussi dans des lieux qui sont parfois moins visibles, notamment des espaces privés, donc vraiment chez les gens, que ce soit donc vraiment chez les gens ou plutôt dans des espaces qui ont un statut un peu intermédiaire, qui sont ceux par exemple des sièges de collèges, donc des corporations qui peuvent être des associations professionnelles ou religieuses, qui ont des espaces de réunion dans lesquels l'empereur est très présent. Et il s'agit là d'espaces de commémoration impériale qui ont un statut plutôt privé. Un statut privé aussi pour ce culte impérial qui nous intéresse aujourd'hui. Légionnaires ! France Culture. Vous êtes la honte de l'armée romaine. Le cours de l'histoire. Vous êtes conduits comme des barbares et comme des décadents. Xavier Mauduit. Si César apprend cela, il vous jettera en lion dans le cirque. Hein? Voilà. Mais non, nous ne sommes pas avec les lions dans le cirque. Nous sommes sur France Culture et nous réfléchissons à ces traces d'histoire dans la ville et notamment toutes ces statues antiques. Mais il y a aussi les arcs de triomphe, mais il y a aussi les colonnes. Avec cette question, que représente-t-on ? Représente-t-on un homme, une femme avec cette statue ou bien peut-être une idée, une vertu ? La radiodiffusion française présente Antoine et Cléopâtre dans une traduction d'André Gide. Musique d'Henri Rabaud. Très noble reine, vous avez sans doute entendu parler de moi. Je ne puis dire. Assurément, madame. Son visage semblait ceux des dauphins. Cléopâtre et Maria Cazares dans cette adaptation radiodiffusée en 1951 avec traduction d'André Gide. Peut-être un peu, 51. Beau comme production. Justement, Gilles Sauron dans cette évocation. Alors là, nous sommes avec Antoine et Cléopâtre. Le culte impérial n'est pas quelque chose de mis en place, évidemment, mais nous avons... Après, Antoine était très influencé par la culture orientale, donc je pense que l'idée d'un culte impérial, ou en tout cas d'un culte du souverain, parce que lui, il cherchait plutôt à régner sur l'Orient,
clairement, lui, il aurait clairement mis, c'est probable, un culte du souverain, un culte impérial ou un culte royal autour de son règne. Parce qu'il régnait sur une région, il voulait régner sur une région où il s'était habitué, il était très influencé par sa culture, ça aurait été logique. Cette idée de vertu, d'idée qui est portée éventuellement par la statue, et dans cette statuaire antique, qu'est-ce qui est représenté? C'est le personnage, c'est l'empereur, ça va être Néron, Commode, Claude, on en a cité plusieurs, ou bien c'est une idée? C'est essentiellement le pouvoir impérial, comme l'avait expliqué Marjolaine Belaïch, c'est-à-dire soit l'aspect plutôt militaire, soit l'aspect plutôt civil. Par exemple, il y avait des statues au Forum de Trajan où coexistaient des représentations de l'empereur en cuirasse ou en toge. Donc et pareil, la même chose pour l'arc de Bénévent, par exemple, qui est aussi de l'époque qui célèbre aussi Trajan. Mais disons que ce langage, si vous voulez, est relativement compréhensible pour l'ensemble, disons, des habitants de l'Empire. La toge elle-même avait deux significations, mais que tout le monde connaissait. D'une part, les images qui ont une signification sans savoir lire, c'est quelque chose qui se retrouve aussi au Moyen-Âge ou à l'époque moderne avec toute la symbolique religieuse. Les églises étaient remplies d'images, les Bibles aussi, il y avait aussi les Bibles illustrées, qui souvent étaient plutôt au public riche, donc qui savait lire. Mais toutes les illustrations dans les églises étaient aussi un moyen de toucher la population qui ne savait pas forcément lire, et qui souvent même ne savait pas lire dans les campagnes. Et il y avait quand même des symboliques qui étaient là et qui illustraient ce que pouvait dire le curé lors des messes, ou lors des différentes confessions et compagnie, différents offices religieux. C'était le symbole de Rome, c'était le vêtement romain par excellence, qui s'opposait au vêtement grec, et d'autre part, c'était le symbole du pouvoir civil, en opposition au pouvoir militaire. Donc il y a une phrase célèbre de Cicéron, qui est dans Arma Togae, que les armes le cèdent à la toge. C'est-à-dire que les militaires obéissent au pouvoir civil. Et donc tout ça était bien ancré, et donc c'est un langage assez simple. Mais il faut savoir aussi que les Romains ont, multiplié les symboles. Et Auguste était, dans ce domaine, il faut dire, un champion, si vous voulez. Et alors, il y a un texte extraordinaire, qui est, je crois, le seul texte qui nous montre un Romain qui s'interroge devant un monument augustéen. Et c'est le fameux passage d'Ovide, où, exilé au bord de la mer Noire, il écrit Les Tristes, et il imagine que son livre, qui se voit refusé par Auguste toutes les bibliothèques romaines, puisque Ovide était considéré comme un épouvantable mauvais esprit, donc son livre se promène et il essaye il monte au Palatin et il voit de loin la porte de la maison d'Auguste. Or, nous savons que la maison d'Auguste était ornée d'une part de 2 lauriers et d'autre part d'une couronne de chêne. Et la couronne de chêne, en fait, avait été décernée, c'est ce qu'on appelle la couronne civique, selon la formule, pour avoir sauvegardé la vie de concitoyens Obquives Servatos. Donc, le livre arrive et il se dit, mais pourquoi il y a des lauriers? Et il fait 6 hypothèses. Dans le texte des Tristes, livre 3, première pièce, il y a 6 hypothèses faites par le livre d'Ovide. Donc ça veut dire que les Romains eux-mêmes avaient des problèmes pour comprendre tout de suite ce que voulaient dire les symboles. Sauf que là, le laurier était à proximité d'un temple d'Apollon, dédié par Auguste, donc les gens devaient spontanément établir un lien entre le laurier et Apollon. Et puis pour ce qui est de la couronne civique, il dit dans ce texte, mais là il y a une inscription, il y a marqué Obquives Servatos, donc là je comprends ce que ça veut dire tout de suite. Donc s'il y a inscription, je comprends, s'il n'y a pas d'inscription, là on fait des conjectures. Et les Romains passaient leur vie à ça. Donc ils se promenaient dans l'espace public, ils passaient leur vie à se demander mais pourquoi il y a ci, pourquoi il y a ça. Et ça, c'est une chose assez étonnante dont on a, heureusement, si on peut dire, perdu l'habitude. Mais c'est étonnant et c'est très pertinent, surtout, Gilles Seron, de se dire que les Romains de l'Antiquité n'étaient pas nécessairement aptes à comprendre certains signes qui, alors, venaient, pour certains, évidemment, du passé. Nous sommes sur une longue tempête.
Et c'était pareil parfois pour les pièces de monnaie. Il y avait des pièces de monnaie où parfois il y avait des symboliques un peu obscures que tout le monde ne comprenait pas forcément. Alors certes, elles étaient censées pour être comprises pour que le message passe, mais il y a eu des cas de pièces de monnaie. Alors là, je n'ai pas d'exemple en tête, mais je sais qu'on avait vu en numismatique de symboles où les gens avaient, où le romain lambda n'avait pas forcément la compréhension immédiatement et devait se creuser un peu la tête. Les signes laissés à un moment vieillissent. Marjolaine Benaïs, justement, pour le culte impérial, au moment de mettre en place une statue, quelque chose dans la ville, à qui parle-t-on? Parle-t-on aux contemporains, à ceux qui vont la voir là dans les jours, les semaines, les années qui viennent, ou alors y a-t-il une idée de se projeter dans les siècles à venir? Alors, probablement les deux. Je pense qu'il y a d'abord un discours qui s'adresse aux contemporains, qui sont d'ailleurs les gens qui mettent en place les statues. Par exemple, dans les cités d'Italie, ce sont souvent les habitants, les magistrats qui payent pour mettre en place ces statues dans l'espace public, qui leur permettent aussi de s'honorer eux en même temps, tout en honorant l'empereur, puisque mettre en scène une inscription à l'empereur, ça suppose d'indiquer sur l'inscription qu'on a payé pour installer cette statue, donc de mettre en avant son propre statut dans la ville. Donc je pense qu'il y a une dimension très, très contemporaine dans l'installation de ces statues, mais on sent aussi qu'elles s'inscrivent dans une temporalité plus longue, puisqu'on voit par exemple que les groupes familiaux, les groupes statuaires qui sont installés dans les villes sont actualisés. C'est-à-dire qu'on va ajouter les empereurs successifs aux empereurs précédents, parfois en procédant à des adaptations, notamment dans le cas de certains empereurs qui font l'objet donc d'une damnatio memoriae, d'une condamnation de la mémoire, dont on efface la mémoire et qu'on remplace par d'autres empereurs. Et là aussi, c'était une décision prise par le Sénat, sans forcément se soucier de ce que le peuple pensait. Mais on sent aussi qu'il y a une volonté de créer une continuité dynastique dans ces groupes et qu'ils s'inscrivent donc dans une temporalité assez longue. J'aime bien l'idée d'actualiser les statuts, bah oui, parce que les familles s'agrandissent. Et puis, vous l'avez évoqué, Marjolaine Benaïs, il y a aussi l'idée qu'à certains moments, les statuts de certains empereurs posent problème. Après la mort de Commode, les imprécations du Sénat furent violentes. Quoi? Partout des statues de l'ennemi, partout des statues du parricide, partout des statues du gladiateur. Qu'on abatte les statues du gladiateur et du parricide, qu'on traîne le meurtrier des citoyens, qu'on traîne le parricide des citoyens, qu'on abatte les statues du gladiateur. Il faut abolir tous les honneurs décernés sous la contrainte à cet homme qui n'a vécu que pour la ruine des citoyens et sa propre abjection. Ces statues, où qu'elles se trouvent... Alors que Commode était populaire. Commode était un empereur populaire. Il faut les abattre. Son nom, il faut l'effacer de tous les monuments privés et publics, et les mois devront retrouver les noms qui les désignaient avant que cette calamité ne se fût abattue sur l'État. Tatiana Werner qui nous lisait un extrait de l'Histoire Auguste, la vie de Commode en l'occurrence, dans le cours de l'Histoire sur France Culture, une émission réalisée par Clément Nouguier avec à la technique aujourd'hui Félix Delacour. L'Histoire Auguste, la vie de Commode, faut-il effacer Commode? Gilles Sauron, intéressant ce texte. Oui, alors, ce que vient de dire Mademoiselle Benaïs est très intéressant aussi sur la condamnation de la mémoire. C'est-à-dire que l'empereur qui finissait soit par le suicide, soit par l'assassinat, sa brillante carrière, du genre de Néron ou de Domitien, était effectivement était rayé de la mémoire. C'est-à-dire qu'on gommait, enfin on arrasait son nom sur les inscriptions et on détruisait ses portraits, mais en réalité, comme les Romains étaient relativement économes, si le portrait était en marbre, on le resculptait pour faire la tête du successeur. Donc c'est pour ça que beaucoup de têtes de Vespasien sont des têtes de Néron refaites. Enfin, un certain nombre, en tout cas, sont des têtes de Néron refaites. Et si c'était du bronze, alors on remplaçait tout simplement la tête. Mais évidemment, le bronze, on peut le refondre et le réutiliser pour refaire une tête. Alors il y a un exemple assez extraordinaire, c'est ce qu'on appelle un relief de la chancellerie. Donc c'est des reliefs trouvés dans les soubassements de la chancellerie pontificale à Rome. Donc c'est le ministère de la Justice du Vatican, mais qui ne se trouve pas dans l'enceinte du Vatican. Et on a retrouvé là des plaques sculptées,
des très, très belles plaques, très beaux reliefs, de l'époque dite flavienne, c'est-à-dire l'époque de Vespasien, Titus et Domitien. Et on voit que la tête de Domitien, donc le fils maudit, en quelque sorte, celui qui est devenu, très sanguinaire, donc la tête de Domitien est resculptée en Nerva, donc qui est le successeur, avec une rupture dynastique. Et curieusement, la tête de Nerva, il a une toute petite tête sur son corps, parce que, en fait, c'est la tête de Domitien qui a été resculptée. Donc là, c'est un cas extraordinaire de nouveau travail sur la tête, puisque ça fait une petite tête, si vous voulez, pour le nouvel empereur, en quelque sorte. Nous entendons bien que dans cette volonté de créer des œuvres, alors qu'aujourd'hui nous considérons, à juste titre, comme des œuvres d'art, il y avait aussi cette idée vraiment d'utilité. Marjolaine Benaïch, il y a vraiment ça dans la mise en place du culte impérial. Ça doit être utile. Oui, tout à fait. Ça doit être utile et ça doit être facilement compréhensible. Et on parlait tout à l'heure de l'importance du culte impérial dans l'unification de l'Empire et dans cette expansion du monde romain. Et il me semble qu'il y a effectivement un caractère proprement utilitaire du culte impérial qui permet de souder les communautés civiques, de les rassembler autour de cette figure de l'empereur. Et puis, dans cette réflexion que nous avons, c'est vrai que cette idée de rassemblement autour de l'empereur est au cœur, en fait, de la question, Gilles Sauron. Oui, c'est, quoi qu'on puisse dire aujourd'hui, une espèce de réhabilitation de la religion romaine traditionnelle de nos jours, qui avait été méprisée en disant qu'il y avait que les cultes privés qui comptaient pour les Romains et pas du tout la religion publique. Mais il ne reste pas moins vrai que ce culte impérial est une religion politique. Elle permet le consensus des différentes parties de l'Empire, de toutes les communautés civiques. Les Juifs eux-mêmes ne sacrifiaient pas à l'empereur, mais à Dieu en faveur de l'empereur. Donc c'est aussi une forme de culte impérial, si on veut, qui n'est pas un culte à l'empereur, Dieu ou... Ouais, mais les Juifs avaient réussi à s'adapter un peu au culte impérial. Mais en même temps, les ce qui renforçait le processus, c'est que les habitants eux-mêmes rivalisaient entre eux pour rendre ce culte, parce que ça leur donnait un statut social, ça leur donnait une espèce de aura, si vous voulez. Donc, si vous étiez au plus bas niveau, c'est-à-dire affranchi esclave, à Rome, vous desserviez le culte des quartiers, ce qu'on appelle les vicomagistri, les gens responsables du culte dans le quartier, qui honoraient les lards d'Auguste et le génie, c'est-à-dire l'ange gardien d'Auguste. Oui. Si vous étiez un peu plus haut, un affranchi assez riche, vous pouviez devenir sévir augustal, comme Trimalchion, par exemple, le héros du roman du Satyricon, qui est cette espèce d'affranchi parvenu, ridicule, qui veut imiter les nobles, mais il a pu accéder au sévirat. C'est ces 6 personnages qui rendent chaque année le culte, disons une forme de culte à l'empereur, mais qui ont les faisceaux. Ils ont quand même des emblèmes du pouvoir romain. Donc c'est une espèce de... Oui, les faisceaux, c'était... je vais vous montrer à quoi ça ressemblait, mais c'est un emblème du pouvoir romain et qui sera repris par la suite par les fascistes italiens. Parce que fascistes italiens, ça vient des faisceaux de combat italiens qui viennent de là et qui du coup, le nom fascisme, vient de ces faisceaux-là. Donc ça ressemblait à ça. C'était une sorte de lance-hache là, qui était entourée. Donc c'était les faisceaux et c'était un symbole du pouvoir romain. On voit différentes figures de personnes qui les portent. Pardon. De vanité, si vous voulez. Et si vous êtes encore au-dessus, vous pouvez entrer dans les prêtrises de la municipale ou coloniale, des colonies romaines. Par exemple, on a retrouvé dans la ville de Philippe de Macédoine une belle base inscrite au nom de toutes les prêtresses de Livie divinisée. L'épouse d'Auguste est devenue une déesse sous Claude, sous le nom d'Iva Augusta. Donc les prêtresses ont leur statut.
Donc, c'est des femmes donc, qui entrent dans la vie sociale par le haut, si vous voulez. Elles sont riches, elles sont dans les grandes familles, mais en plus, elles ont une fonction honorifique par le culte impérial, qui en plus leur vaut des statuts sur l'espace public de l'agora, si vous voulez. Oui. Donc, c'est un jeu où tout le monde, en fait, gagne, en quelque sorte. Où les villes grecques, par exemple, Smyrne, Éphèse ou Pergame, rivalisaient entre elles pour avoir le nouveau temple de culte impérial, ce qu'on appelait les néocoris. Oui. Et Marjolaine Benaïch, justement, dans cette réflexion, le culte privé, dès lors, quelle place a-t-il? C'est intéressant de se dire qu'il y a du culte impérial qui apparaît dans l'espace privé. Alors oui, on sait qu'il existe, mais il est finalement assez mal connu. On le sait par exemple par les textes. Par exemple, Ovide, dans les Pontiques, décrit un ensemble de statues impériales qui sont présentes, ou en tout cas de bustes, qui sont présents donc dans son atrium, donc vraiment au cœur de sa maison. Mais d'un point de vue archéologique, on connaît assez peu disons, de chapelles dévolues à la famille impériale qui seraient dans une sphère totalement privée, puisque ce qu'on connaît mieux, c'est ces espaces privés à caractère public que sont les sièges de collèges et corporations. D'accord, donc ça veut dire que, allez-y Gilles Sauron, en quelques mots. On a un exemple, mais effectivement, comme vous dites, c'est très rare, c'est à Éphèse, où dans une des somptueuses maisons privées, donc d'Éphèse, d'époque romaine, on a retrouvé un splendide buste de Tibère et de sa mère Livie. Et donc, dans un espace privé. Mais c'est un cas totalement exceptionnel. C'était peut-être des aficionados de la famille impériale. En tout cas, merci à l'un et à l'autre. Merci beaucoup Gilles Sauron de nous avoir parlé de ces traces dans la ville antique, de ces traces de l'histoire. Je rappelle, l'art romain, des conquêtes aux guerres civiles. Et merci aussi beaucoup à vous Marjolaine Benaïch. Alors, finissez bien. Émission terminée, c'était intéressant. Je suppose que du coup la semaine va porter sur Rome antique, l'Empire romain ou les religions romaines. On va voir ça, on verra la semaine prochaine quel sera le sujet. Traces d'histoire, c'est marqué la trace d'histoire dans la ville. Donc en fait c'est ça, c'est voir c'est dans les villes, les traces de l'histoire dans les différentes villes. Donc là on a parlé de Rome ou le culte impérial, mais il y avait énormément d'autres choses de l'histoire romaine qui se voyait à Rome, de nombreuses statues, de nombreux monuments. Rome a été aménagée plusieurs fois dans l'histoire de la Rome antique. Mais voilà, et je suppose qu'on va faire d'autres villes. Il y aura sûrement Paris qui va être abordé, peut-être Istanbul, peut-être Londres, peut-être qu'est-ce que d'autre, quelle autre ville pourrait être après Rome pourrait avoir d'autres parties de son histoire qui seraient abordées. Venise peut être abordée, ou l'histoire plus récente avec New York par exemple. Je sais pas, mais il y a pas mal de villes qui peuvent faire l'objet de sujets à ce niveau-là. Ça demanderait un tour qui dépasserait simplement une semaine pour le tour de toutes les villes qui mériteraient qu'on parle d'elles. Enfin voilà, c'est terminé pour ce live. J'espère que ça vous a intéressé. Je mettrai la rediffusion dans quelques jours sur la chaîne YouTube.